Bonsoir à tous, je suis vraiment ravi d'être là. Je suis. Oui, il y a juste quelques photos qui vont défiler à un moment si ça vous donne envie de poser des questions, allez-y. Moi, je suis donc skipper du bateau Café Joyeux et je suis donc lorientais. J'habite à Lorient et le bateau est basé à la base des sous-marins. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu un bateau tout jaune sur les pontons. C'est ma maison, mon meilleur copain, mon outil de travail et mon cheval, quoi. Et donc je porte les couleurs des Cafés Joyeux. J'imagine que tout le monde a entendu parler. Tout le monde connaît pas les Cafés Joyeux en France, mais j'ose imaginer que dans l'amphi de la conférence sur les Cafés Joyeux à Lorient, tout le monde a entendu parler. Juste quelques mots du coup un peu généraux, mots d'introduction là sur les Cafés Joyeux. Donc c'est une famille ça a été créé à Rennes en 2017. Donc c'est un projet breton. Par Yann Bucaille-Lanzrac et sa femme Lidvine à Rennes. Il y en a qui sont déjà allés rue Vasselot à Rennes. Ok, trop bien. Donc c'est le premier Café Joyeux qui a ouvert. Et aujourd'hui, donc il y a Café Joyeux, c'est c'est trois choses. La première, donc c'est une famille de cafés-restaurants comme celui de Rennes partout en France et à l'étranger. Donc il y en a 26. Le dernier étant celui de Strasbourg qui a ouvert avant-hier. Donc 26 cafés-restaurants en France. Donc il y en a 3 à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Angers, Strasbourg, Lille. Le bâtiment allait s'écrouler. Il y a eu des travaux. Il réouvre dans quelques jours. Et les deux plus proches, c'est Nantes et Rennes d'ici, forcément. Marseille a ouvert. Donc partout en France, et il y a encore plein de projets d'ouverture. Et à l'étranger, il y a Portugal, Bruxelles et bientôt Genève, mais surtout New York. Les Cafés Joyeux ont traversé l'Atlantique et pas que en bateau. Donc c'est une famille de cafés-restaurants, donc 26. C'est aussi en fait une marque de café et ça c'est hyper important je vais parler tout à l'heure du business model de Café Joyeux. C'est aussi donc une marque de café qui est consommable, qui est très très bon, en grains, capsules et moulus à la fois à la maison et au bureau. Il y a certaines entreprises qui offrent du café à Joyeux à boire à leurs collaborateurs. Et vous pouvez aussi acheter du café, à la fois en grande surface. Donc il y en a au Carrefour à Cariado. Dans le rayon café, il y a toute une partie Café Joyeux, grains, capsules et moulus. Et vous pouvez aussi vous abonner. Moi, je suis abonné au Café Joyeux, donc je reçois tous les mois ma consommation de café par un colis qui arrive à la maison. C'est même encore mieux pour Café Joyeux. Merci à nos amis de Carrefour donc c'est Carrefour Monoprix, mais donc merci à eux. Mais donc c'est encore mieux si vous l'achetez directement à Café Joyeux sur le site internet. Une famille de cafés-restaurants, une marque de café, et c'est aussi, troisième chose, un centre de formation, donc le CFAJ, Centre de formation des apprentis joyeux, qui permet aux équipiers joyeux qui le souhaitent de passer cette formation diplômante qui est reconnue par l'État pour ensuite qu'ils puissent aller travailler ailleurs. Au-delà des seuls cafés joyeux, s'ils le veulent, on les met pas dehors évidemment, mais s'ils veulent aller travailler ailleurs dans l'hôtellerie ou la restauration, ils ont une formation qui leur permet de dire regardez, moi j'ai cette expérience dans les cafés joyeux, j'ai aussi cette formation et donc je peux travailler avec vous, quoi. Et un bon exemple, c'est Nono qui est équipier joyeux à Rennes. Il est en train de quitter le café joyeux de Rennes et il va travailler au Mama Shelter à Rennes. Et donc ça, c'est un super exemple parce que forcément, on reçoit plein de demandes au Café Joyeux pour des gens qui veulent y travailler, et puis ça permet un peu de libérer la place pour les suivants, quoi. Sachant qu'en moyenne, les équipiers joyeux sont très heureux au Café Joyeux, donc il y a pas beaucoup de turnover, quoi, dans les équipes. Donc ce qui est l'avantage, c'est quand vous allez dans un Café Joyeux plusieurs fois, souvent vous retombez, l'équipe c'est la même pendant des mois et des mois, quoi. Donc ça crée du lien, mais c'est bien de laisser la place pour les suivants. Juste quelques chiffres. Et 26 cafés joyeux, on en a parlé, ça représente 200 équipiers joyeux, donc 200 personnes en situation de handicap
qui en fait qui sont employés en CDI. Dans des contrats CDI normaux. Alors pas forcément, pas tous en 35 heures, ça va de 15, il y a de mémoire 15, 25 et 35 en fonction du profil, quoi. Il y en a qui fatiguent beaucoup plus vite que d'autres. Donc on aménage en fait les temps de travail en fonction. Et il y a une grosse centaine de managers, assistants managers des cafés qui du coup encadrent les équipiers qui travaillent. Et en moyenne, un café joyeux, ça va être 8 équipiers et du coup 3-4 managers, quoi. Voilà, vous vous demandez. Donc l'ambition, c'est en fait le modèle un peu des cafés joyeux. Ça, j'aurais peut-être dû commencer par là. En fait, donc c'est une entreprise, et ça c'est hyper important dans la vision de Yann et Litvin quand ils ont créé les cafés joyeux. Ils voulaient pas créer en fait une association ou juste un espace d'accueil. En fait, ils voulaient construire construire une entreprise qui soit en fait rentable. Et en fait, le message, c'est on peut dans la société d'aujourd'hui opérer une entreprise rentable en employant des personnes en situation de handicap et on a notre place dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, quoi. Et donc ça, c'est assez fondamental. Donc c'est une entreprise qui appartient à un fonds de dotation. Et donc, en fait, l'implication, c'est que ça allie croissance économique. Le but, c'est gagner de l'argent, et ça, on est hyper à l'aise avec ça. En revanche, tous les bénéfices, en fait, remontent au fonds de dotation et du coup sont réinvestis pour l'ouverture de nouveaux cafés joyeux pour employer de nouvelles personnes en situation de handicap. Donc, en fait, c'est un modèle un peu hybride entre croissance économique et impact social. Donc je vais vous parler ce soir du côté opérationnel et économique et aussi de l'impact social des cafés joyeux. Mais avant ça, parce que donc je suis skipper du bateau Café Joyeux, je voulais vous expliquer pourquoi il y a un bateau Café Joyeux, ce qui me semble une excellente question. C'est quoi le rapport avec la choucroute? En fait, l'idée des cafés joyeux, elle a germé dans l'esprit de Yann et Litvin. Quelques années avant 2017, en 2014, en fait, ils avaient monté une association qui s'appelle Émeraude Voile Solidaire, qui emmenait en fait en mer des personnes atteintes de fragilité. Donc il y a un catamaran à Saint-Malo qui s'appelle Efata, qui en fait il navigue 7 mois par an et ils embarquent en fait des gens en situation de fragilité, des gens malades, des gens en fauteuil roulant, des gens qui traversent une période difficile dans leur vie. Et un jour, en fait, à bord de ce bateau, il y avait un jeune qui s'appelait Théo. Et Théo, à la fin de la sortie, il est allé voir Yann en disant Yann, il paraît que t'es patron. Moi, en fait, j'ai pas de travail. Personne veut me donner du travail. Pourquoi tu me donnerais pas un travail? T'es gentil, mais moi, j'ai pas besoin qu'on m'emmène faire du bateau en mer. Ça, c'est cool une journée, mais en fait, je fais quoi de ma vie, quoi? Et Yann a d'abord trouvé Théo un peu qu'il aurait juste pu dire merci pour la sortie en bateau, mais très touché. Ça, c'est une graine en fait qui a un peu germé dans la tête de Yann et Litvin. Et quelques années plus tard, ils ont monté du coup ce café joyeux à Rennes sur la base de cette rencontre à bord du catamaran Efata, qui ressemblait pas du tout à ça. C'est un bateau vraiment aménagé pour embarquer des personnes en situation de handicap. Donc la culture voile, en fait, Yann et Litvin sont tous les deux passionnés de voile. La culture voile est omniprésente en fait au sein des cafés joyeux. Il y a vraiment un ADN voile. Je vous parlais des équipiers joyeux. Ils s'appellent pas serveurs, ils s'appellent équipiers. Les managers des cafés, ils s'appellent pas managers, ils s'appellent skippers. Ce qui porte parfois à confusion, parce que moi, quand je suis dans certains cafés joyeux, je dis je suis le skipper Café Joyeux. Ils me disent ouais, mais le skipper de quel café? Je fais mais non, le bateau, moi je tire sur les cordes. Donc les skippers et les managers des cafés, on parle pas du siège de Café Joyeux à Paris, on parle de la capitainerie. Le comité de direction de Café Joyeux, c'est le comité de course. En fait, ils ont décliné tout le vocabulaire voile partout, et donc ça a vachement de sens en fait d'avoir un bateau Café Joyeux. Et en fait, le but du bateau, l'objectif du bateau, il est double, c'est faire rayonner la mission. Donc en fait, moi, je participe à toutes les courses, toutes les plus grandes courses au large. En tant que Lorientais, vous connaissez, donc on a fait la route du Rhum. J'ai fait la route du Rhum il y a 2 ans, la Transat Jacques Vabre l'année dernière. Et donc en fait, par ces courses, on essaie de faire rayonner la mission des cafés joyeux. Donc parler d'handicap, parler d'inclusion, mettre ça sur le devant de la scène, utiliser la lumière médiatique qui est faite sur les bateaux pour mettre ça, pour en parler. Et deuxième objectif, en fait, plus simplement générer plus de ventes de café joyeux.
pour que tous les bénéfices créés, enfin toutes les retombées économiques en fait bénéficient à Café Joyeux et soient réinvesties du coup dans l'embauche de nouveaux équipiers joyeux. En fait, c'est vraiment ça le KPI à la fin, c'est on veut créer de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, et ça c'est vraiment, tout revient là-dessus à chaque fois chez Café Joyeux. C'est à la fin, comme il n'y a pas de profit parce que ça appartient à un fonds de notation, le KPI c'est combien d'emplois on a créé, quoi. Donc si vous allez sur le site internet de Café Joyeux, le chiffre il est énorme et il bouge tous les mois. Et aujourd'hui, je crois que c'est 200, je crois qu'on est à 194 ou près, ou 197 équipiers joyeux. Et en fait, c'est ça qui motive les gens chez Café Joyeux, c'est ça, quoi. Moi, je suis pas du tout marin à la base. Moi, j'ai une première vie. En fait, j'ai fait des études d'ingénieur. C'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans une faculté de langue, de lettres, de sciences humaines. Ça, moi, je viens pas du tout à la base de ce monde-là. Je fais des études d'ingénieur en Angleterre. J'ai une première vie en tant que consultant. J'ai bossé 5 ans à Paris en tant que consultant chez McKinsey. On peut en reparler. Et j'ai complètement changé de vie il y a 4 ans pour devenir justement skipper. Moi, je rêve depuis toujours de faire du bateau à voile. Depuis que j'ai 5 ans, je rêve de faire ça. Il y a Titouan Lamazou, le vainqueur du premier Vendée Globe, qui est venu parler dans ma classe de primaire quand j'avais 6 ans. Et depuis, je veux faire le Vendée Globe, quoi. Donc, dans 4 ans, le Vendée Globe vient de partir il y a 10 jours. Et l'objectif avec Café Joyeux, c'est de monter un bateau pour faire le Vendée Globe dans 4 ans. Avoir donc le même bateau un peu plus grand pour faire le Vendée Globe du coup dans 4 ans. Avec toujours cet objectif de parler de handicap, utiliser la lumière faite sur le bateau pour parler de handicap et d'inclusion. Et aussi, j'ai boosté les ventes de Café Joyeux, quoi, qui est quand même l'objectif. Tac. Donc je voulais juste revenir sur l'impact social. Donc il y a des photos de bateaux, des photos de Café Joyeux, et ça va alterner. Juste sur le côté social. Donc aujourd'hui en France, on estime à 700 000 personnes le nombre de personnes diagnostiquées comme ayant des troubles du spectre autistique. Donc 700 000 personnes, c'est juste énorme. Et parmi elles, donc 65 000 environ porteuses de trisomie. Donc c'est vraiment c'est un gros problème. Enfin, ça concerne beaucoup de personnes. Ces personnes-là sont 2 à 3 fois plus touchées par le chômage que la population normale. Donc 2 à 3 fois plus au chômage que le reste de la population. Et parmi ces personnes-là, seuls 0,5%, donc 1 sur 200, travaille dans un environnement normal. Et en fait, ça, c'était assez fondamental dans la vision de Yann et de Litvin. C'est un environnement. Enfin, la restauration, vous en parlerez mieux que moi, mais c'est encore pire que l'environnement normal, quoi. Il y a beaucoup de contraintes de timing, faut faire beaucoup de choses en peu de temps, donc c'est même encore pire qu'un environnement normal. C'est vraiment, ils voulaient montrer qu'on peut tout faire. Enfin, on peut opérer tout type d'entreprise en employant des personnes en situation de handicap. Si on arrive à le faire dans la restauration, on arrivera à le faire à plein d'autres endroits. Donc dans la vision de Yann, c'était donc c'est l'inclusion. En fait, il voulait pas non plus. Il voulait créer la rencontre. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'en fait, ils ont créé les Cafés Joyeux. Ils n'ont pas créé un cinéma ou un ESAT. En fait, ils voulaient créer un endroit où, quand on pousse la porte d'un Café Joyeux, on est accueilli par une personne en situation de handicap. On va passer la commande à la caisse. Il y aura une autre personne en situation de handicap qui va vous prendre la commande. On va s'asseoir. C'est une troisième personne qui va vous apporter la commande aussi en situation de handicap. Ensuite, on va venir vous débarrasser, ce sera encore une autre personne. Et en cuisine, ce sera aussi quelqu'un d'autre qui aura préparé. Donc en fait, par le parcours client au sein d'un Café Joyeux, en fait, vous avez rencontré, vous avez été amené à rencontrer au moins 3 ou 4 personnes en situation de handicap. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper fondamental dans la vision des Cafés Joyeux, c'est qu'on ne voulait pas juste employer ces personnes-là, mais aussi créer la rencontre, quoi. C'est pour ça que en fait le business de faire un café en fait était hyper important dans leur vision, parce que en fait, et c'est toujours au cœur des villes, dans les rues hyper passantes. En fait, ils ont tout fait
pour que en fait, ce soit visible. Là où en fait partout ailleurs, en fait, on essaie de le rendre invisible, quoi. Donc le rendre le handicap visible et aussi en fait changer le regard, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait c'est possible dans un café-restaurant de faire tourner quelque chose qui est quand même hyper ambitieux avec des personnes en situation de handicap, et à la fin ça marche. Donc quand je parlerai vous parlerez mieux que moi, mais je vais dire comment je dirai tout à l'heure comment ils sont organisés la gestion du travail au sein des cafés joyeux. En fait, on a tout fait pour que ce soit facile et possible pour des gens en situation de handicap, que ces gens-là puissent le faire en fait. Donc ils ont vraiment travaillé le modèle opérationnel, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Au niveau de l'impact social mesuré, donc à la fois pour les équipiers et pour les convives, il y a une étude de l'ESSEC. En fait, il y a un rapport social de l'ESSEC qui est sorti cette année. Donc j'ai juste donné quelques chiffres en fait. Pour les équipiers, tout d'abord, donc 91% des équipiers ont développé des compétences professionnelles qui les rassurent pour la suite de leur parcours professionnel. Donc, entre le moment où ils sont rentrés au Café Joyeux et sortis, 91% sont confiants sur le fait qu'ils ont appris des choses qui allaient leur servir plus tard dans la vie. Ensuite, 99%, donc tout le monde, sauf une personne probablement, déclarent que leur travail leur a permis d'augmenter leurs interactions sociales. En fait, ça marche aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, en allant dans les cafés joyeux, on va rencontrer des personnes en situation de handicap qu'on n'aurait pas forcément rencontrées si on n'avait pas poussé la porte. Et en fait, eux, c'est pareil. C'est-à-dire que pour la première fois, en fait, ils ont accès à à des gens, à une population, on va dire normale, qui en fait viennent à leur rencontre. Et ça, c'est assez puissant. Ça marche dans les deux sens. 93% se sentent plus autonomes. Donc, déjà parce qu'en fait, pour la plupart d'entre eux, en fait, c'est leur premier CDI. Et donc, en fait, prendre les transports en commun, aller au travail, y être à l'heure, repartir, avoir un rythme, en fait, il y en a pour qui ça change beaucoup en fait par rapport à la vie qu'ils avaient avant. 90% déclarent qu'ils ont plus confiance en eux. Donc c'est hyper, en fait, ces 4 chiffres pour les équipiers joyeux en fait montrent à quel point pour eux c'est juste ça change leur vie en fait, quoi. Et c'est ce qui donne beaucoup de courage aux équipes des cafés joyeux, parce que c'est pas facile tous les jours, mais quand on voit l'impact que ça a sur eux, que ça donne toute l'énergie et le courage de faire le métier que font les gens comme Antoine, les skippers et les managers et les assistants managers des cafés joyeux. En fait, moi je trouve ça un métier hyper dur. Souvent je vais dans les cafés pour parler de bateau, ils me disent waouh, c'est énorme ce que tu fais, mais en fait non. À côté, c'est vraiment chacun son métier, quoi. Mais moi je pourrais jamais faire ton métier. Enfin vraiment, Antoine, et tous ceux des skippers des cafés joyeux, c'est chacun son truc. Et en fait, je sais que eux, c'est pour ça qu'ils font ce métier-là, c'est quand ils voient l'impact que ça a sur les équipiers joyeux. Et pour les convives, donc les clients, on va dire des restaurants, donc 68% des convives viennent dans un café joyeux pour le caractère social. Donc en fait, c'est une façon. Les gens viennent pas par hasard au café joyeux. Ça, à la fois, c'est bien et pas bien. Parce qu'on n'a pas envie que ce soit juste ceux qui veulent, qui savent ce que c'est que le handicap ou qui ont envie de faire du bien. On veut pas juste accueillir ces gens-là. Et un bon exemple, c'est donc il y a un café joyeux sur les Champs-Élysées. Et en fait, sur les Champs-Élysées, il y a beaucoup de touristes, forcément, étrangers, qui ont juste aucune idée de ce que c'est que les cafés joyeux. Et donc, ils poussent la porte du café joyeux juste parce que y avait des gens dedans, et a priori, c'est un endroit où on peut boire et manger, quoi. Et ce qui fait que c'est assez surprenant, parce que quand ils ouvrent la porte, au début, ils comprennent pas vraiment là où ils ont mis les pieds. Et au fur et à mesure, en voyant ce qui est écrit sur les murs, en voyant un peu comment ça se passe, et quand ils rencontrent du coup le personnel au sein du café, ils se rendent compte qu'il y a un truc. Et c'est assez marrant de voir. Parfois, je me pose là-bas pour bosser, je vois dans le parcours client en fait ce qui se passe, et c'est assez drôle. Donc la plupart des gens, on va dire, viennent en sachant ce que c'est que le café joyeux, mais pas tout le temps. Et en fait, le plus drôle, c'est quand ils savent pas en fait. Souvent ça se passe bien, sauf quand vraiment ils parlent très très mal anglais, et là du coup à la caisse c'est pas hyper facile, mais en moyenne ça se passe bien. 81% expriment avoir changé de regard sur le handicap. Donc en
entre le moment où ils sont rentrés au café et ils sont sortis, en fait, ils se sont dit ah, en fait, c'est pas tout à fait comme ce que je pensais. Enfin, je suis surpris par ce que j'ai vu. En tout cas, j'ai changé d'avis sur le handicap grâce à ma venue au Café Joyeux. 92% des convives ont pris conscience des capacités des personnes en situation de handicap. Donc ça rejoint un peu le point précédent. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'elles ont du mal à trouver un emploi en fait? Ils ou elles sont capables de travailler. Ça se passe très bien. J'ai mangé quelque chose de bon. Ça a été servi chaud. J'ai passé un super moment. C'est pas normal. Ça m'a fait changer d'avis sur les capacités des gens en situation de handicap. Ce qui est triste en fait, mais bon, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour les cafés joyeux, quoi. 85% ont davantage de gestes de solidarité envers les personnes en situation de handicap. Donc ça encourage les gens, une fois qu'ils sont sortis du café, à changer leur interaction avec les personnes en situation de handicap. Donc voilà, j'arrête juste là. Il y a plein d'autres chiffres et je vous encourage à aller voir le rapport de l'ESSEC qui est disponible du coup sur le site internet de Café Joyeux, mais ça vous montre en fait ces quelques chiffres, l'impact social des cafés joyeux, à la fois donc sur les équipiers et sur les convives. Donc sur tout le monde en fait, parce que le monde se divise en deux catégories. Du coup, ceux qui peuvent aller dans les cafés joyeux pour manger et ceux qui y travaillent. Quelques mots sur le côté opérationnel et économique. Donc d'abord le côté économique. En fait, je vous ai parlé du coup des deux, on va dire, business units de Café Joyeux, donc la partie café-restaurant et la partie vente de café. Déjà, en fait, donc au cumul, aujourd'hui, ça représente plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en très forte croissance. Donc, on est plutôt, on est au-delà de la dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires au cumulé. Donc, ça commence à être une grosse entreprise on arrive presque au seuil de la rentabilité aujourd'hui dans les cafés joyeux. Ce qui est en fait l'objectif final, c'est de montrer qu'on peut opérer une entreprise rentable. Donc, ça fait bientôt 7 ans que ça existe et on a mis 7 ans mais on y est presque. Ça va enfin être rentable au total, quoi. Alors la photo économique, elle est très différente. Si on prend juste la rentabilité, elle est très différente du côté café-restaurant et du côté marque de café. En fait, la marque de café s'est rapidement imposée comme un moyen de dégager des marges pour pouvoir investir dans l'ouverture des cafés-restaurants. En fait, je serais ravi d'avoir le retour d'expérience du Mesclin là-dessus, mais en fait, c'est très dur pour un café joyeux en centre-ville, avec souvent des loyers élevés et une masse salariale quand même assez importante, parce qu'on peut pas demander la même efficacité, le même travail à des personnes en situation de handicap que sans eux en fait, et c'est toute la difficulté, en même temps c'est toute la beauté du métier. Mais donc la masse salariale et souvent le loyer, enfin le bail, font exploser la structure de coût des cafés joyeux, cafés-restaurants, et ce qui fait que c'est très compliqué d'avoir une activité rentable, en tout cas pour les cafés joyeux qui sont ouverts que le service du déjeuner, donc café le matin, déjeuner et un peu le goûter l'après-midi, mais pas le soir. En fait, c'est très dur d'être rentable en fait sur les points de vente café-restaurant. Donc la marque de café, en fait, elle est là pour combler en fait ce déficit. Donc c'est une activité, ouais, question. Alors ça, Antoine sera mieux placé que moi pour répondre. Je sais qu'il y a des aides, mais elles sont temporaires. Elles sont pas définitives. Donc c'est une aide à l'embauche, et ensuite je crois que rapidement en fait ça disparaît. J'avais posé la question une fois, c'est ce qu'on m'avait répondu. Mais je suis sûr qu'Antoine aura plus de détails que moi là-dessus. Je sais pas si tu veux répondre d'ailleurs. Alors effectivement, il y a deux types d'aides. Il y a une aide qui est à l'embauche en fonction du type de contrat, mais comme tout type de contrat de l'État pour les jeunes.
et effectivement, elle est majorée pour une personne en situation de handicap. Après, la deuxième aide qui peut être mise en place, elle va avoir lieu dès l'instant où, en fonction du handicap, du poste et de l'aménagement qu'on fait, on va monter un dossier avec l'AGFIP, avec un dossier de RLH, reconnaissant de la lourdeur du handicap. C'est un dossier qui doit faire 30 ou 40 pages à remplir. Il faut tout détailler, ça passe en commission, et il faut avoir le salarié depuis au moins 1 an, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un peu d'historique. Voilà, donc... Alors, non, c'est l'AGFIP. L'AGFIP, ils ont une caisse, puisqu'ils pénalisent les entreprises qui n'ont pas atteint le taux d'embauche de personnes en situation de handicap. Donc, toutes les entreprises qui sont pénalisées vont reverser à l'AGFIP. Ça va créer une enveloppe. Et donc, cette enveloppe va servir à aider les entreprises qui, justement, aménagent le poste, aménagent le matériel, le temps de travail, ont des contraintes X ou Y. Voilà. Donc, c'est l'enveloppe de l'AGFIP qui finance tout ça. Voilà. Merci. N'hésitez pas du coup s'il y a d'autres questions au fur et à mesure. Carrément. Donc merci pour l'action et merci pour ta réponse. Au niveau donc au final donc c'est l'équilibre entre les deux business units, donc les cafés-restaurants et la marque de café, qui fait qu'à la fin on atteint le seuil de rentabilité, et on aurait bien aimé en fait l'atteindre juste avec les cafés-restaurants, mais en fait la marque de café a été relancée assez rapidement pour justement pallier à cette différence, et aujourd'hui la marque de café est en très forte croissance. Et c'est ça qui en fait on en a besoin pour embaucher ces 200 personnes en situation de handicap, qu'on n'a pas encore craqué l'opérationnel en fait au niveau du café-restaurant pour que ce soit rentable en soi, quoi. Sur le côté opérationnel justement, en fait la façon donc les cafés-joyeux ont vraiment été organisés, il y a une grosse réflexion pour que le travail soit plus facile pour les personnes en situation de handicap. Très, très concrètement, en fait, les recettes sont en fait centralisées partout. C'est les mêmes recettes dans tous les cafés joyeux. Et les équipiers en fait participent à. Tout est fait sur place, en fait, tout est fait maison, ce qui fait que c'est hyper bon. Mais du coup, il y a tout un travail de formation en fait sur les équipiers pour qu'ils puissent fonctionner être efficaces en cuisine. Donc les recettes sont écrites de façon très carrée, tout est très processisé. Au niveau en fait les recettes changent tous les 6 mois au moins, et elles sont en fait, tout est simplifié au maximum pour que les équipiers soient le plus autonomes possible en fait en cuisine. Au niveau du parcours client, en fait aussi en fait vous venez faire la commande en fait au comptoir, et en fait on se rend pas compte, mais en fait vous repartez avec un Lego de couleur, vous asseyez à table, et en fait l'équipier qui va venir vous servir en fait sur le plateau sur laquelle la commande, votre commande, il y a le double du Lego sur son plateau, et en fait il va essayer de repérer, il ou elle va repérer en fait la table où il y a le deuxième Lego, et en fait il apporte, et comme ça il sait où venir, quoi. En fait ils ont essayé de simplifier au maximum la façon dont marche le café pour que sous la pression, avec du bruit, en fait les équipiers joyeux, quel que soit leur profil, en fait arrivent à remplir leur mission. Donc il y a eu un vrai travail, et ça je pense c'est vraiment ton métier, Antoine, donc je te laisserai plus en parler, mais il y a un vrai travail, il y a vraiment un vrai travail de réflexion sur comment organiser en fait le travail au sein du Café Joyeux pour pouvoir justement offrir ce travail-là à des personnes en situation de handicap. Il y en a qui sont... Tout le monde est allé dans un café joyeux un jour, il y en a qui sont pas allés dans un... Qui a déjà mis dans un café joyeux? Ok, bon, d'accord. Et c'est quoi vos retours, juste en vrac? Je sais pas s'il y en a qui veulent partager un retour d'expérience ou... À quoi sert ce Lego? Quand je suis rentrée dans le café joyeux et qu'on m'a donné le Lego, je me suis demandé à quoi allait servir ce Lego. J'ai très rapidement compris
une fois que j'étais assise que le deuxième Lego était sur mon plateau et qu'il arrivait, quoi. Il est arrivé, tu allais pouvoir jouer avec le Lego Ouais, et voilà. il fallait attendre que le deuxième... Ou le rendre. Ok, trop bien. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Il y a des choses qui vous ont surpris ou des étonnés? C'était bon, c'était pas bon? Ah, le mesclin, ouais. Ouais. Après, moi, je peux vraiment parler des heures et des heures à propos de bateaux ou de café joyeux, donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus ciblées. Je suis déjà allée aux Champs-Élysées 2 fois. Ah, trop bien. Et je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai quand même une question à vous poser. Je voudrais juste savoir le café, où est-ce qu'il est produit? Ouais. Et est-ce qu'il est café joyeux dès sa production? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent aussi? Carrément. Donc en fait, c'est déjà le même café qui est servi dans les cafés joyeux et celui qui est consommé par la marque de café. Et en fait, depuis 2 ans, ils font vraiment l'effort sur l'ensemble de la chaîne, en fait, dès la production, de faire de l'inclusion. Pas forcément de l'inclusion du handicap, mais de l'inclusion au sens large. Donc en fait, si on prend dans l'ordre, donc le café, il y a la production, par exemple au Colombie, Venezuela. Ensuite, il y a la torréfaction. Donc ça, c'est à Strasbourg. Et ensuite, le café est servi dans les cafés joyeux. Donc, au Venezuela, en fait, il y a une série sur Canal+ qui est sortie, ça s'appelle L'Épopée joyeuse. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Je vous encourage à aller le voir. Il y a un 5e épisode qui sort dans quelques semaines. C'est en 5 épisodes, du coup. Ça vaut vraiment le coup. Et donc, dans le 5e épisode, il parle beaucoup de ce côté-là. Et en fait, c'est de l'inclusion, pas forcément du handicap au Venezuela, mais de l'inclusion. En fait, là-bas, la question, c'est est-ce que vous faites des chants en fait, c'est l'inclusion. Enfin, c'est pour sortir les gens de la drogue, en fait, quoi. En fait, ils font en sorte d'encourager les gens. Ils font en sorte ils achètent leur café à des producteurs qui en fait emploient des personnes qui avant travaillaient dans l'industrie de la drogue et qui en sont sortis pour faire du café. Donc parce que c'est un métier hyper physique, la production de café, donc c'est compliqué de faire travailler des personnes en situation de handicap dehors pendant des longues. C'est un métier très très dur. Et donc quand c'est de l'inclusion au sens large, pas forcément du handicap. Côté torréfaction, donc c'est un meilleur ouvrier de France qui en fait s'occupe des recettes de café et de la torréfaction. Et là, il y a des personnes en situation de handicap qui gèrent le processus des commandes. Donc en fait, sur la chaîne de production, pour le coup, la mise en paquet, la mise en emballage et l'expédition du café. Et ensuite, ça arrive au sein des cafés joyeux. Et là, donc il y a toute l'histoire il y a de l'emploi des personnes vraiment au sein des cafés joyeux. Donc ils essayent au maximum d'aller le plus loin possible en amont de la chaîne. Après, c'est très dur, hein, le café, ça vient de partout dans le monde. Et puis, ils n'achètent pas forcément le café au même endroit. Donc, il y a plein de producteurs différents. Donc là où ils peuvent le faire, ils le font. Mais, donc, ils essaient, ouais. La réponse facile, c'est oui, mais c'est compliqué. Au niveau des challenges en fait sur l'ambition des cafés joyeux, donc c'est continuer à ouvrir. Si on parle juste objectif à moyen terme, c'est continuer à ouvrir des cafés-restaurants. En fait, il y a une nouvelle famille au sein de la famille de cafés-restaurants des cafés joyeux. En fait, il y a des cafés joyeux privés qui ouvrent de plus en plus, donc il y en a 5 ou 6. En fait, c'est des entreprises qui choisissent en fait de confier leur réfectoire d'entreprise, de le transformer en un café joyeux. Donc il y en a en fait chez L'Oréal, chez Canal+, chez AXA, chez Crédit Agricole et d'autres vont naître en fait. Et il y a beaucoup la moitié environ des nouveaux cafés joyeux qui ouvrent en fait sont des cafés joyeux d'entreprise, cafés joyeux inside. En fait l'avantage c'est que ça crée autant d'emplois qu'un café joyeux classique, mais surtout en fait il y a une très grande récurrence
dans le nombre de couverts que vous faites tous les jours, avec beaucoup plus c'est assez homogène. Vous avez une très grande visibilité en fait du nombre de couverts que vous allez faire. Donc c'est beaucoup plus facile en fait d'un point de vue opérationnel à gérer. J'imagine que tu savais tous les jours combien de couverts tu ferais le lendemain, la vie serait beaucoup plus belle. Donc c'est l'avantage en fait de ces cafés joyeux là, et ça permet aussi de partager. Il y a une participation de l'employeur qui fait ces cafés joyeux inside. Donc en fait, économiquement, c'est aussi plus avantageux pour Café Joyeux. Donc c'est une nouvelle en fait. Il y a encore des cafés joyeux publics qui vont ouvrir, hein, mais il y a de plus en plus de cafés joyeux inside qui ouvrent. Donc c'est un nouveau relais de croissance en fait pour la partie café-restaurant. Demain pour Café Joyeux. Donc ça c'est sur la partie café-restaurant, et sur la partie marque de café en fait la grande distribution a ouvert. On est rentré en grande distribution en fait l'année dernière, en premier chez Carrefour. Et en fait là l'idée c'est de toquer à la porte de toutes les enseignes. Donc Carrefour on a ouvert chez Monoprix, et donc demain aller chez l'ensemble des distributeurs pour que en fait vous puissiez acheter du café joyeux partout en France. Au sein de des travailleurs, dans le monde du handicap, tout le monde connaît les cafés joyeux. Après, tout le monde en France ne connaît pas encore les cafés joyeux et tout le monde n'en consomme pas. Donc en fait, il y a un océan énorme d'opportunités pour la marque de café partout en France pour toujours vendre plus de café, quoi. Donc il y a des objectifs assez ambitieux en termes de croissance sur la marque de café pour les années qui viennent, et tout ça viendra créer davantage d'emplois au sein des prochains cafés joyeux, quoi. Et l'autre objectif, du coup, c'est de faire le Vendée Globe dans 4 ans. Et donc, des objectifs café-restaurant, marque de café, et aussi sur l'eau. Je sais pas si on peut passer la parole au mesclin pour. Ouais, moi je peux parler des heures mais bon, je préfère répondre à vos questions, et avant les questions, je pense que c'est super si on entend le mesclin, quoi. J'ai essayé de faire venir Catherine qui gère le Café Joyeux de Rennes. Malheureusement, donc c'est le mois du handicap, c'est aussi la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, ce qui fait que c'est juste la pire semaine du monde pour faire venir Catherine et certains de ses équipiers. Donc malheureusement, ils ne pouvaient pas être là ce soir, mais j'aurais aimé pouvoir vous les faire rencontrer parce que c'est quand même le but à la base. Merci en tout cas pour votre écoute, et tout de suite pour les questions, mais ouais. Ouais, je peux répéter la question sinon au micro. Ouais, bien sûr, j'aurais dû. Merci de poser la question. Effectivement, le bateau en fait est entièrement financé par un groupe d'entreprises mécènes, et donc évidemment, Café Joyeux n'a pas dépensé un seul euro pour sponsoriser mon bateau. En fait, moi, mon métier, c'est de tirer sur des cordes, mais avant ça, en fait, c'est d'aller chercher les entreprises mécènes qui nous offrent le bateau. Et en fait, c'est une campagne de communication en fait qui est totalement offerte à Café Joyeux par ce groupe de sponsors qui sont en fait des mécènes. Et les deux gros, en fait, depuis 2 ans, c'est Accor, les hôtels. C'est pour ça qu'on voit le logo Accor sur le bateau en petit. C'est pour leur dire merci. Et Fibus. Fibus, c'est une entreprise dans les services financiers à Neuilly. Ils sont courtiers en assurance et en affacturage. On va pas faire un cours d'économie, mais c'est des gens très bien. Et donc Accor et Fibus en fait nous offrent le bateau depuis 2 ans, ce qui représente quand même plusieurs centaines de milliers d'euros. Enfin, c'est énorme. C'est une campagne de com qui coûte très cher. Après, les retombées médias du bateau dépassent de x3 en fait le coût du bateau. Donc ça reste un objet de communication hyper rentable pour Café Joyeux. Enfin, surtout parce qu'il leur est offert, mais même si ça reste un objet rentable, quoi. C'est pas du. Et demain, les budgets pour faire le Vendée Globe seront encore plus gros. Et donc le but, c'est de trouver des nouvelles entreprises mécènes. Donc pendant que les copains sont en train de faire le tour du monde, ceux qui le feront dans 4 ans font le tour de leur carnet d'adresses et essayer de trouver les mécènes, quoi. Donc mon métier là cet hiver, c'est surtout trouver les mécènes pour la campagne du bateau pour le Vendée Globe, du coup. Mais merci d'avoir posé la question, c'est une super clarification. Ouais. Oui.
Donc le bateau est à Lorient. Déjà, il est alors là, il est sorti de l'eau. Il est sur son berre, donc il est à 4 mètres de haut, donc pas très pratique. Mais pendant l'année, il est au ponton à Lorient. Et donc déjà, les pontons sont en libre service, donc vous pouvez y aller, jusqu'au bateau. Après, pour le visiter, on peut prendre contact sur Instagram ou machin, et puis on peut organiser ça carrément. Mais pour l'instant, c'est assez périlleux la visite. Excusez-moi, c'est juste pour les prochaines questions, que ce soit pour là ou pour après. Il y a une captation vidéo et audio. Et donc, il y a besoin de parler dans le micro pour les différentes questions afin que tout le monde puisse les comprendre. Je répéterai la question. Je voudrais juste prévenir au cas où pour la suite. Merci. Trop bien. Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre le témoignage d'Antoine, Ariane et Pierre. Et puis, on fait les questions après, questions combinées peut-être après. Et puis c'est des questions sur le bateau ou sur le Vendée Globe, sur est-ce que ça va passer à l'ouest ou à l'est et tout. On peut en parler après aussi. Merci en tout cas, merci beaucoup. C'est bon? Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous laisse la place? Allez. Merci. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir. Alors on va présenter. Qu'est-ce qu'on va présenter, Pierre? Ariane, ça va? Ok. Vas-y, Ariane. Ariane. Et après? Et après, c'est moi, après. Dis-toi. Moi, je fais Pierre. Donc voilà, Pierre et Ariane, une partie de l'équipe. Donc aujourd'hui au Mesclin, on est 5. Donc 3 personnes en situation de handicap. Donc le Mesclin a vu le jour en 2020. Une ouverture post-Covid. Donc on n'avait pas tout prévu. Mais voilà, on a traversé le Covid, le pendant, le après, et aujourd'hui, voilà, on est présent. Alors, on pourra donner des chiffres, puisque Nicolas en parlait tout à l'heure. C'est vrai que l'objectif du restaurant premier, c'était l'embauche des personnes en situation de handicap, donc la visibilité, l'inclusion, l'épanouissement au travers du travail, la reconnaissance de nos clients. Donc là, je reconnais déjà pas mal de clients du restaurant ce soir. Donc c'est bien. C'était un challenge. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir un restaurant en plein cœur de Lorient, sur un endroit visible, et sur une place où on a notre place. Ça, c'est important. Après, on a amené quelques accessoires parce que l'objectif aussi, c'est d'en montrer que voilà, la carte, le menu. Donc c'est un vrai restaurant où tout est fait maison. Donc les serveurs participent le matin à la cuisine. Donc rien n'est pour. Voilà, j'ai amené un petit panneau aussi pour être pratico-pratique. Comment est organisé le travail, parce que Nicolas en parlait tout à l'heure. On est dans un vrai restaurant avec les contraintes horaires, avec les contraintes de fabrication, avec les contraintes techniques. On a un menu qui change toutes les 2 semaines, donc ça aussi important. Pour nous, pour l'approvisionnement, pour la fabrication, pour eux, la mémorisation du menu et autres. Et puis, et dans l'organisation du travail, comment on pouvait, non pas simplifier, parce que c'est un vrai restaurant, mais rationaliser, segmenter, adapter, séquencer les tâches de façon à que ce soit facile pour eux et invisible pour le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client, quand il rentre dans un vrai restaurant. Il n'y a pas vraiment d'apparence extérieure où c'est un restaurant qui emploie des personnes en situation de handicap. L'objectif, c'était ça aussi. Pas forcément stigmatiser le handicap dès l'extérieur. Et c'est vrai que parfois, je rejoins Nicolas ce que tu disais tout à l'heure, les clients rentrent par hasard et ils savent pas forcément où ils sont, mais voilà, assez vite, ils vont se faire une idée du lieu.
et vivre une expérience client différente. Et au final, revenir, parce que, in fine, quand on va au restaurant, c'est pour bien manger, et ce que disent certains clients, souvent beaucoup de clients, c'est qu'ils mangent bien. Voilà, ça, je ne fais que rapporter ce que nous disent nos clients et ce qu'on peut lire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Google, sur TripAdvisor. La reconnaissance, elle est là, de nos clients, pour eux. La fierté d'appartenance à l'entreprise, on a le même polo, tous, on est une seule équipe. Merci Pierre. Et puis voilà, montrer que effectivement on fait le job simplement, sans se prendre au sérieux, mais en étant sérieux. Voilà, c'est ça qui est important. Alors Pierre, il va nous présenter le menu parce qu'on a un menu qui change toutes les 2 semaines. Donc le menu a démarré ce matin. Donc Pierre va vous présenter le menu comme si vous étiez au restaurant. Donc ça va peut-être vous donner envie de venir pour ceux qui ne connaissent pas, et de revenir pour ceux qui attendaient le nouveau menu, par exemple. Alors je te laisse la parole, Pierre. Avec un micro. Oui. Alors. Ouais. Oui, d'accord. Alors, on écoute. Bienvenue au restaurant Le Mesclin. Entrée de trio de mise en bouche. Végétarien, cremole de légumes divers au sarrasin, feta aux noix ou filet de poisson sauce curry Brest, emburré de choux, farce de blé noir, ou volaille sauce forestière, trio de céréales et fondu de poireaux. Et un dessert au choix de la tête de fromage, riz au lait, caramel, beurre salé ou petit crème infusé au jasmin ou moelleux d'orange, amande effilée. Et aussi, après c'est quoi ça, apéritif et boisson. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci Pierre. Donc voilà le menu qui a démarré ce matin pour 15 jours. Donc c'est vrai que sur la carte, le client il peut voir des petites choses sur le. Voilà, c'est une carte assez courte. C'est vrai que parfois les clients cherchent la carte, mais elle est là en fait. C'est vrai que quand on donne du sens à dire voilà le menu est là, il change toutes les 2 semaines, il y a que 3 plats au choix, 3 desserts au choix. C'est vrai que pour eux c'est facile. Il y a quelques infos sur la première page qui donnent du sens au projet, puisque au-delà du projet, c'est de l'inclusion, c'est aussi le partage, l'échange, l'épanouissement au travers d'un vrai travail. Pour eux, et tu le disais effectivement, l'employabilité des personnes en situation de handicap et le taux de chômage est important, alors qu'ils sont tout à fait capables de faire les choses aussi bien, sinon mieux, parce que avec le cœur. Et c'est vrai que les clients qui viennent là, chez nous, repartent avec ce sentiment d'avoir été pris en compte, d'avoir été servi, avec un service personnalisé, et on prend soin du client, que ce soit une table de 1 personne, une table de 10 personnes, ou privatiser le restaurant comme on a pu le faire la semaine dernière dans le cas des accessibles pour 42 personnes, et on a réussi à sortir 42 assiettes au même moment, c'est-à-dire dans un laps de temps de 10 minutes. Voilà. Et puis tout ça avec 3 serveurs. Voilà. Donc pour en revenir au côté pratico-pratique, je disais tout à l'heure, c'est invisible pour le client, mais il y a des petites choses qui font que le travail est organisé de façon à que ce soit facile pour eux. Il faut qu'il y ait le repère dans l'espace, dans le temps et dans le séquencement des tâches. C'est ça qui est important. Pourquoi ? Parce que ça va les rassurer et ça va sécuriser tout le process du service, c'est-à-dire de l'accueil à la présentation du menu. Quand on amène les entrées, c'est un train de mise en bouche, c'est toujours présenté de la même façon dans un petit plateau avec un numéro de table. Donc il y a des choses invisibles pour le client, mais pour eux ça permet d'organiser le travail et ils ont leur repère. Mais en fait, ce qu'on s'est aperçu avec le chef qui n'est pas en situation de handicap et Corentin qui n'a pas pu être là ce soir, c'est qu'en fait tout ce qu'on a pu adapter pour eux,
en fait, nous facilite le travail à nous. Et en fait, là, on a été gagnant-gagnant. C'est que tout ce qu'on a créé ici, quand j'ai ouvert, ça n'existait pas. Donc, ça a été des petites choses. Au fur et à mesure que j'ai embauché des jeunes en situation de handicap, pour certains, il y a des choses qui étaient faciles, pour d'autres plus difficiles. Et en fait, il a fallu adapter des choses que ce soit facile pour tout le monde. Et en fait, ça a permis d'organiser le travail avec un panneau sur lequel on a détaillé toutes les tâches dans l'ordre. Et pour eux, ça leur a permis de gagner en autonomie. C'est-à-dire que à l'ouverture, c'est vrai que j'étais présent pour tout et tout le temps. Donc ils étaient obligés de venir me voir. Je leur disais il y a ça à faire, il y a ça. Alors c'était pour eux, c'était facile. La clé d'entrée c'était moi tout le temps. La problématique c'est que pour moi c'était contraignant parce que je devais être tout le temps dispo. Donc c'est vrai que et ça avait la limite dans leur autonomie. Alors que là aujourd'hui, ils arrivent le matin et je vais laisser présenter le tableau à Ariane. Ils arrivent le matin, il y a 2 colonnes, ils ont leur prénom, ils arrivent et ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont autonomes. Quand ils ont fini, ils viennent me voir, ils me disent ça y est, j'ai fini. Moi, ça me permet de contrôler facilement si tout a été fait, qu'on n'ait rien oublié, parce que en 11 heures, il faut que tout soit fini. C'est bon, Ariane? Tu veux présenter le panneau? Oui? Alors, vas-y, je te laisse faire. Donc, je vais t'aider un petit peu. Donc, donc là, toi, t'es là, là, première colonne. Ouais, Donc, tu peux présenter ce que tu fais, chaque magnette. Vous avez Mets le micro. dressé les tables, préparer le plateau pour la table 2 et la table 1, et nettoyer les chaises et les pieds de table. Après, passer à l'aspirateur. Et après, préparer le moule à croûtons et en cuisine, remplir le seau à couvert. Voilà, donc là, toutes les tâches ont été répertoriées de façon qu'ils puissent savoir tout ce qu'il y a à faire avant 11 heures. Alors toutes les tâches ont été séquencées, ils ont le temps de les faire, donc j'ai tenu compte du temps, ils ont le temps de les faire et ça permet pour eux de gagner en autonomie et se dire voilà, ils sont à l'aise, ils savent ce qu'ils ont à faire. En dehors de ça, il y a toutes les tâches annexes, puisque eux participent à la fabrication tous les matins. Ils sont 2. Il y en a un qui va arriver à 10h ou 10h30, un qui va arriver à 11h. Donc il y en a un des 2 qui est tout le temps en cuisine et qui va aider le chef ou moi sur la préparation. Alors qu'est-ce que c'est pas dans le panneau, mais il y a des choses que tu fais le matin. Ariane, est-ce que tu peux dire en cuisine, tourne-toi. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Éplucher les pâtes pointeurs. Ah oui, parce qu'on achète tous les légumes à la ferme, donc il faut tout éplucher. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu acheter une boîte de conserve, mais non. Donc après. Faire la verrine. Mets-toi la pierre. La verrine. Faire le mousse. Ouais, les trios. Donc c'est vrai qu'on les trios de mise en bouche sont composés de toujours 2-3 choses. Palais. Donc il y a la verrine, tu l'as dit. Donc on va éplucher les légumes, mixer. C'est une verrine de légumes. Le deuxième, c'est un houmous. Houmous après donc, palais. Voilà. Et le troisième, c'est un palais. Donc aujourd'hui, Ariane, Pierre, ils sont capables d'aider à la fabrication de ces trios. Ouais. Donc c'est vrai que quand ils vont amener les trios clients, c'est eux en partie qui les ont fabriqués. Donc ça a du sens parce qu'ils les ont goûtés. Alors on mange tous les midis ensemble. C'est vrai qu'on va manger les 3 plats et les 3 desserts. Ah oui. Voilà. Et Pierre, qu'est-ce que tu fais toi en cuisine? C'est quoi je préfère? Qu'est-ce que tu as fait ce matin par exemple? Vu que tu sais? Non. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ah oui, c'est ça. Alors, j'ai jeté le verre au conteneur. Parce qu'on fait le tri du verre. Oui. Et rempli les carafes. Et séché les couverts. Préparer les cobayes à pain. En cuisine, il y avait la salade. Et préparer
trio. Sorti les pistons, sorti plateau de virine, rempli au mousse, préparez le petit plateau. Préparez le panier bleu pour virine, le seau d'eau, avec le seau d'eau, le petit seau à couvert. Et qui est couvert. C'est pas pour manger. Pour manger. Oui, parce qu'on met la table pour manger. Oui. À 11h30. Voilà. Alors, donc dans l'équipe, je disais tout à l'heure, on est 5. On a ouvert à 2, après à 3, après à 4, à 5. On est monté à 6 salariés. On est revenu à 5 l'an dernier. Puisque j'avais embauché un commis en cuisine qui est resté avec nous 1 an. Alors c'était de l'inclusion aussi, hein, c'était une personne, un jeune migrant qu'on a accompagné, aidé, formé, fait ses papiers, et puis qui est parti sur une autre aventure. Voilà, ça fait partie du projet aussi. Hein, c'était pas que le handicap, c'était l'inclusion de façon un peu plus large que je voyais au restaurant. Et du coup, c'est ce qui a, et ça a été une belle expérience aussi bien pour nous que pour eux. Pour le jeune que le jeune qui nous a accompagnés pendant 1 an, et c'est vrai que il y a eu un peu de rotation. Tu disais rotation de personnel, bah oui, moins que dans une entreprise classique, parce que bah une fois déjà 1, ils ont envie de travailler, 2, ils sont contents de venir travailler, et 3, ils sont contents de partir, mais pour revenir le lendemain. Donc c'est vrai que moi qui ai une expérience dans d'autres entreprises, dans des gros groupes, on n'avait pas je partageais pas forcément tout ça avec des salariés ordinaires, hein, puisque moi j'ai la chance d'avoir des salariés extraordinaires aujourd'hui, et j'insiste, extraordinaires dans le sens où ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes tous les jours. Et même si parfois c'est pas facile, parfois on est fatigué, parfois je suis fatigué, parfois voilà, il y a des périodes plus compliquées. On a la chance d'avoir le Festival intersyndical à Lorient. C'est 10 jours intenses, mais on traverse cette période. Voilà, on va dire avec les honneurs de nos clients qui disent ah mais même pendant le festival, en fait ça change rien parce que ils ont les mêmes plats, ils ont les mêmes entrées, ils ont le même service. Et ce qu'ils trouvent pas ailleurs, parfois dans d'autres restaurants, pendant le festival, parce que c'est vrai que voilà, c'est une grosse période, une grosse charge de travail physique et mental. Mais toute l'organisation qui est mise autour permet justement de traverser ces périodes de forte activité. Alors si je fais un petit rétropédalage, c'est vrai que à l'ouverture, quand on faisait 20 couverts, moi j'étais content, et puis on se disait waouh, on va arrêter là parce qu'il fallait bien faire nos 20 couverts. Aujourd'hui, quand on fait 20 couverts, on s'ennuie, quoi. Ah, ouais, ils me disent, mais il y a personne, ils sont où les clients? Bah, je sais pas, hein, mais tu le disais, ça serait bien de se dire, le matin, on arrive, on sait qu'on a 50 couverts, ce serait facile. Mais la restauration, c'est pas ça, et on est sur la restauration traditionnelle, effectivement. Lorient, plus de 180 restaurants, hein, il faut le savoir. Aujourd'hui, un petit aparté, on doit être dans le top 3 ou top 5 des restaurants sur TripAdvisor. Quand après où manger à Lorient. Donc c'est vous, hein. Et c'est grâce à vous. Nous, on a à cœur de bien faire notre job, mais c'est vous qui nous le rendez au travers de déjà revenir, manger, faire la pub. Il y en a, ils viennent à 1, après ils viennent à 2, après ils viennent à 4, après ils viennent avec l'entreprise. Donc ça, c'est énorme. C'est vrai que c'est la reconnaissance, elle est là. Et puis Pierre, il connaît les clients, puisqu'il y en a là. Tu as reconnu des clients, je crois, tout à l'heure. Ah, voilà, on l'a reconnu, Anne. Voilà, mais c'est vrai parce que on connaît nos clients. Les clients nous connaissent aussi en dehors, hein, connaissent Pierre dans les rues. Donc Pierre était là à l'ouverture. Ariane nous a rejoint. Quand est-ce que tu es arrivé? L'an dernier? Il y a 1 an. Ouais. Il y a 1 an qu'elle est arrivée. 1 an. Hein, donc c'est vrai que il y a une serveuse qui est partie faire autre chose il y a 1 an. Il y a 2 ans, il y a une autre serveuse qui était partie, qui a déménagé avec son papa, puisque voilà, changement de vie. Hein? Oui, aussi. Et c'est vrai que ça laisse une opportunité. Ça a laissé une opportunité à Ariane, à Margot qui n'est pas là ce soir, qui nous a rejoint il y a 2 ans et demi, et Ariane qui nous a rejoint il y a 1 an. Donc aujourd'hui, ils sont embauchés en CDI avec un temps de travail adapté, hein, mais en CDI.
Voilà. Donc l'objectif, c'est ils arrivent, ils ont leur CDI, ils sont accompagnés, formés. Alors j'en suis pas encore à des validations d'acquis et autres, hein, mais aujourd'hui j'ai mis en pratique un système voilà d'accompagnement, de formation, qu'ils apprennent, ils sont autonomes à tous les postes, hein, puisqu'ils changent dans les tâches. Et puis ils participent à la cuisine, au service. Ouais, tu peux dire. C'est aussi un jeune étagère. Donc régulièrement, on est sollicité pour accueillir des stagiaires, donc des aides, d'IME, Cap Emploi, Pôle Emploi. C'est vrai que l'objectif du restaurant aussi, c'est que ce soit un petit peu un laboratoire, parce que certains établissements n'ont pas la chance de pouvoir avoir des lieux de stage ou de trouver facilement des lieux de stage. Et donc c'est vrai que au Mesclin régulièrement, voilà, on est sollicité souvent et j'essaie d'accueillir régulièrement des stagiaires. Alors, c'est pas facile sur plusieurs aspects. Moi, j'ai déjà une charge de travail, une charge mentale importante. Et c'est vrai que quand on va avoir un stagiaire, ben, ça va rajouter soit en cuisine s'il est en cuisine, soit en salle s'il est en salle, pour moi. Et donc, ils vont travailler à 2 ou à 3, donc ça va être un binôme ou un trinôme. Donc, il faut aussi doser l'accueil de stagiaires en conséquence pour que ça vienne pas trop déstabiliser l'équipe. Mais en général, ça se passe bien. On est content d'accueillir des stagiaires. La preuve, là, on a un jeune stagiaire en cuisine la semaine dernière, cette semaine. Donc, ça permet d'ouvrir le restaurant pour ça. Et ça, c'est important aussi de donner la chance de découvrir ce milieu de la restauration. Alors c'est un milieu adapté, qui est bienveillant. Voilà, moi je voulais que ce soit aussi un environnement de travail où on se sente bien travailler, mais le client se sente bien quand il vient manger. Et souvent, ce que disent les clients, c'est que ça se voit, que voilà, ils rentrent, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, et puis au final, bah, ils mangent bien parce qu'ils sont venus au restaurant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, là-bas, il y a des questions. On va donner un micro pour la question. Merci beaucoup. Bonsoir, moi j'aurais voulu savoir ce qui vous avait poussé à travailler avec des personnes extraordinaires. Est-ce que c'est parce que vous êtes papa d'un enfant extraordinaire, tonton, frère, je sais pas, il y a forcément une raison, enfin j'imagine, je sais pas. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a souvent posée. Pourquoi le choix d'ouvrir un restaurant avec des personnes en situation de handicap? Il n'y a aucun lien, j'ai pas de famille ou voilà proche voilà. Le lien, il est pas là. Le lien, il était, même si autour de moi j'en connais, mais c'était dans mon dernier poste, je m'occupais du handicap et de la diversité pour un groupe. Mais c'était une très grosse entreprise et en fait, voilà, on n'avait pas les moyens, on se donnait pas les moyens de bien faire les choses avec les personnes en situation de handicap parce qu'il y a toujours la notion de rentabilité dans une entreprise qui fait que dès l'instant où on n'est pas productif, l'entreprise voilà, va être en difficulté sur un poste, une équipe. Et aujourd'hui, voilà, toute entreprise, hein, c'est même le Mesclin, on recherche la rentabilité du modèle économique, même si moi, mon niveau de rentabilité, je l'ai positionné à un niveau où je peux me permettre d'embaucher les personnes en situation de handicap et j'aimerais pouvoir en embaucher plus si voilà, le démarrage n'avait pas été pendant le Covid et voilà, j'aimerais aujourd'hui avoir une équipe un peu plus importante et même il me le faudrait pour pouvoir répondre encore plus confortablement aux tâches du quotidien. Mais non, il n'y a pas de lien et l'objectif c'était de montrer, voilà, moi c'est une reconversion, donner du sens autrement à ma vie professionnelle et l'épanouissement d'eux, c'est moi aussi à travers eux, quoi, en fait. C'est plus ça. Merci, bonsoir. Moi, j'ai une question pour Monsieur Destet. Oui, désolé, hop là. Un petit mot sur la Fondation Émeraude, s'il vous plaît. Ouais, la dernière fois qu'on m'a appelé Monsieur Destet, je pense que c'était à l'université.
On y est, du coup. Ouais, donc alors c'est le fonds de dotation qui est actionnaire de Café Joyeux. Il s'appelait Émeraude Solidaire jusqu'à il y a 1 semaine et demie, et il s'appelle maintenant Source de Joie, mais c'est les mêmes personnes. Donc c'est un fonds de dotation qui a été créé par Yann et Lidjine à la base. Donc c'est un fonds de dotation qui est aujourd'hui actionnaire de Café Joyeux, et le rôle du fonds de dotation, c'est justement c'est l'inclusion au sens large, et en particulier l'inclusion du handicap. Donc au-delà des Cafés Joyeux, en fait, ils donnent à d'autres associations. Quel genre d'autres associations? Faudrait regarder le rapport d'activité. Si tu veux, on regarde ensemble après, mais j'ai pas le détail. Bonsoir. Est-ce que les jeunes participent à du OD cette semaine? Oui. Alors, on m'a souvent posé la question, le Duo Day, vous faites quoi? Et en fait, nous, le Duo Day, c'est toute l'année, quoi. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Parce qu'en fait, c'est tout le temps. Mais on peut effectivement accueillir des personnes pour faire un Duo Day au Mesclin sans problème. Voilà, si c'est ça la question. Le Duo Day, ça a lieu tous les ans. C'est cette semaine, et c'est des entreprises, comment on dit, et qui ouvrent leurs portes aux personnes en situation de handicap sur une journée. Et donc, la personne qui accueille la personne en situation de handicap, on appelle ça une marraine ou un parrain. Et du coup, qui est accompagné de la personne en situation de handicap et qui lui fait découvrir son entreprise. Et quelques semaines après, on fait un échange, et le parrain ou la marraine viennent dans nos structures et découvrent. Donc voilà, et ça a lieu tous les ans au mois de novembre. Bonsoir. J'aurais voulu que vous nous... Est-ce que vous avez un modèle économique? Si j'ai bien compris, puisqu'on en a déjà parlé, vous n'avez aucune aide, aucune subvention. Vous êtes en milieu ordinaire, entre guillemets. Ni adapté, ni protégé. Donc, chapeau, doublement chapeau. Mais, donc, vous débrouillez seul, vous n'avez pas de... Vous pouvez nous dire? Alors, à l'ouverture, j'ai ouvert avec un statut de URL, donc entreprise classique. L'objectif, c'était aussi de montrer qu'on pouvait ouvrir une entreprise ordinaire et pouvoir fonctionner comme une entreprise ordinaire pour, à terme, être rentable comme une entreprise ordinaire. Donc c'est vrai que donc j'ai un statut effectivement de URL. J'ai changé de statut cette année, en début d'année. J'ai basculé sur un statut SAS, donc SASU, pour 2 raisons. La première, c'est que le modèle économique de démarrage ne me comptait pas dans l'entreprise, puisque pour moi c'était une reconversion, et donc j'avais une période où je bénéficiais d'aide personnellement, donc je n'allais pas chercher de salaire au sein de l'entreprise, donc c'était plutôt pour payer mon équipe, et l'objectif était au bout de 2 ans pouvoir atteindre ce niveau pour pouvoir changer de statut et pouvoir inclure mon salaire donc dans l'entreprise. Ce que j'ai fait cette année. Alors ça a décalé d'une année. Pourquoi? Parce que on a ouvert en 2020 et on a eu que 6 mois d'activité en 2020, de juin à décembre. Ensuite, il y a eu la deuxième vague de Covid qui s'est invitée, et donc la deuxième année, on a fait 6 mois d'ouverture. Donc c'est vrai que les 2 premières années se sont uniquement basées sur 6 mois de chiffre d'affaires. Donc il a fallu faire une extrapolation avec l'expert comptable pour se dire, ok, est-ce que en extrapolant le chiffre d'affaires de 6 mois sur 12, on est dans les clous du prévisionnel qu'on avait fait avant l'ouverture, puisque l'objectif, on avait fixé un prévisionnel sur un niveau de chiffre d'affaires, et en faisant cette extrapolation, on était quasiment au chiffre d'affaires qu'on avait prévu.
Donc c'était encourageant parce qu'on s'est dit voilà, en 6 mois d'activité au travers du Covid, on est sur le prévisionnel. La deuxième année avec 6 mois, on était dans les clous de ce qu'on avait imaginé. Mais c'est vrai qu'il y avait l'effet déconfinement, donc ça pouvait fausser des choses parce que les gens étaient restés chez eux beaucoup, ils avaient envie de sortir. Donc c'était des chiffres à prendre c'était compliqué de les analyser. Et moi qui étais toujours dans des grosses entreprises avec des chiffres et des bilans, avec tout était carré, bah là il fallait plutôt extrapoler, se dire est-ce qu'on va être dans les clous. Et c'est la 3e année où réellement on a été sur 12 mois et ça a permis de voir qu'effectivement ça s'est concrétisé, on était vraiment sur le niveau de chiffre d'affaires, donc à l'équilibre dès la 3e année. Donc ça c'est énorme parce que après avoir traversé ces 2 vagues de 6 mois de Covid, 3e année pour une entreprise c'est l'année charnière, l'année la plus fragile où on se dit la 3e année c'est l'année où on assoit l'entreprise et si elle est pérenne elle doit continuer. Donc là on est à 4 ans et demi, bouclé, on tend vers nos 5 ans. Et là, on est vraiment, on a 2 ans de 12 mois d'exercice et où les chiffres sont au rendez-vous et c'est surtout que les clients sont au rendez-vous et c'est ce qui nous permet justement c'est ce qui m'a permis d'embaucher une personne supplémentaire et c'est ce qui me permet, de payer tous mes salariés comme une personne ordinaire, puisque le taux horaire ou le SMIC, c'est le même. Donc, on paye une personne en situation de handicap comme une personne ordinaire parce qu'elle travaille comme une personne ordinaire. Ça, je tiens à le souligner. On m'a posé la question tout à l'heure pour les aides, mais ils travaillent. Le temps de travail est adapté, c'est tout, quoi. Le reste, c'est pareil. Et du coup, vous expliquez que vous êtes le chef de cette entreprise, mais vous êtes en franchise par rapport au Café Joyeux ou comment ça se passe à ce niveau-là? Alors déjà, je suis pas chef, je suis Antoine. C'était avant. Excusez-moi. Non, mais je blague. Non, parce que souvent. Non, en fait, je suis une entreprise indépendante. Le lien avec les cafés joyeux, il y en a pas. Si ce n'est que je me suis inspiré des cafés joyeux parce que quand j'ai voulu me reconvertir, j'avais 2 axes. Mon dernier poste, c'était responsable ressources humaines. Je m'occupais du handicap et de la diversité. Dans mon premier projet, dans ma tête, c'était plus ouvrir un cabinet de recrutement et de consultants pour l'emploi des personnes en situation de handicap et les personnes seniors, puisque il y a les 2 choses qui se recoupent. C'est le taux de chômage qui est autant élevé pour une personne de plus de 55 ans qu'une personne en situation de handicap. Ils ont le même taux de non-employabilité. Donc, dans ma tête, la première idée de reconversion, elle était là. Et puis, ça a bifurqué parce que je me voyais pas m'épanouir à travailler seul et parce que j'étais toujours en contact avec des clients, avec des personnes. Et puis j'avais travaillé plus jeune dans la restauration. Je partais faire les saisons et c'est ma femme qui m'a dit mais ça c'est un rêve que tu as. Pourquoi? Pourquoi t'essayes pas? Donc voilà, j'ai pris contact avec Yann Bucaille il y a 7 ans maintenant. C'était au tout début de ma réflexion où j'ai demandé comment ça fonctionnait. Je suis allé, j'avais pris contact ensuite à Rennes et puis je me suis rapproché du Reflet à Nantes, à La Roche-sur-Yon, il y a notre restaurant qui avait ouvert. Donc voilà, ça a fait son chemin. Alors il n'y a pas de lien, mais le projet était inspirant aussi bien des Cafés Joyeux que le Reflet, que au Bel Endroit à La Roche-sur-Yon. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je suis allé travailler en immersion à La Roche-sur-Yon et à Rennes. Et puis je me suis pas juste arrêté à me dire ça va être un café, mais je voulais aller au-delà parce que pour eux, je me suis dit que le modèle du restaurant que j'avais pu voir à Rennes et à Nantes et à La Roche-sur-Yon, ils allaient pouvoir s'épanouir encore plus parce qu'il y a la relation client, il y a l'accueil, il y a le service, amener les assiettes, servir, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui et la polyvalence du poste, à travailler en cuisine, aller au service et aujourd'hui moi quand je les vois arriver le matin, ils ont la banane, quand ils s'en vont, ils ont la banane. Là j'aurais dit est-ce que vous venez ce soir? Pierre, il avait judo ce soir, il a dit oh non, je préfère aller à la conférence qu'au judo quoi. Alors qu'il adore le judo. Bon, ça fait plaisir. Ouais, voilà, débordé.
Donc, c'est vrai, beaucoup d'activités. Je fais le lien et ça va au-delà de de la question, mais Nicolas l'a souligné. Aujourd'hui, la clé d'entrée dans la vie sociale, c'est le travail. La place dans une société, c'est avoir un travail. Une fois qu'on a un travail, on peut avoir un appartement. Quand on a un appartement, on est autonome. Après, voilà. C'est vrai que ce qui m'a poussé à faire ça, c'est montrer aussi qu'ils pouvaient atteindre leur autonomie. Et il faut pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on croise quelqu'un, on discute. Au bout de 5 minutes, la première question, c'est tu fais quoi dans la vie, quoi. Donc, si on veut exister, malheureusement aujourd'hui, et en fonction de la réponse que vous allez donner, vous allez avoir la relation qui va aller en face ou pas, quoi. Soit vous allez avoir un pote, soit pas, quoi. Soit c'est vrai, soit c'est par intérêt. Bon, voilà. Aujourd'hui, voilà, moi, j'ai la chance de les avoir, quoi. C'est ça. Et du coup, il y a quand même une charte par rapport au Café Joyeux pour pouvoir avoir l'appellation Café Joyeux. Alors moi, c'est pour ça qu'il s'appelle pas Café Joyeux, c'est pour ça que ça s'appelle le Meslin. Voilà, parce que quand j'avais eu Yann et effectivement le projet ne pouvait pas se faire sur Lorient parce que c'était une petite ville et parce qu'il y avait d'autres ouvertures prévues à ce moment-là. C'est là que je me suis dit ça sera pas un Café Joyeux, mais ça sera le Meslin à Lorient, quoi. Puis voilà. Mais c'est vrai que Nicolas l'a dit tout à l'heure, mais dans les grandes lignes, il y a une charte, il y a des recettes communs, voilà, c'est un processus. Non, carrément. Et en fait, le jour où, pour l'instant, Café Joyeux, ça marche super bien, mais le jour où tout le monde fera comme les Cafés Joyeux, en fait, on aura réussi tous, quoi. Enfin, on n'a pas du tout le monopole du handicap, le monopole de l'inclusion dans la restauration, hein. Donc, en fait, on est ravis que ça SM que l'idée fasse des petits chez d'autres et en fait, on n'est pas concurrents, on est cousins, quoi. Enfin, on est ravis qu'il y ait d'autres, qu'il n'y ait pas que les Cafés Joyeux, en fait. Le jour où on perdra des parts de marché chez les autres restaurants inclusifs, franchement, on sera des bons problèmes, quoi. Et du coup, vous aviez juste une expérience dans la restauration et moi-même. Non, pardon. Oui. Non, moi pas du tout. Non. D'accord. Donc ça a été pas du tout. C'est une reconversion. Après, je me suis entouré. Voilà, quand on est chef d'entreprise ou quand on veut piloter une entreprise, l'objectif c'est s'entourer de compétences. Et n'ayant pas certaines compétences, je me suis entouré. Je me suis d'abord rapproché d'anciens restaurateurs sur Lorient, 3 anciens restaurateurs, dont le papa de Pierre qui avait un restaurant sur Lorient, le Victor Hugo, qui lui était en fin d'activité, voulait prendre sa retraite. Et donc j'ai eu la chance de bénéficier. Ouais, ça c'était à Auxerre. Mais à Lorient, c'était le Victor Hugo. Donc j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de tous les conseils techniques de Dominique, le papa de Pierre, où quand j'ai écrit mon projet, imaginé ce que je voulais faire, je suis allé le voir et clairement je lui ai montré ce que j'imaginais dans le menu, et en lui disant est-ce que tu penses que c'est, en tant que lui restaurateur expérimenté, est-ce que tu penses que c'est cohérent? Et il m'a dit oui, c'est cohérent. Après, j'avais appelé un autre restaurateur, pareil, expérimenté sur Lorient, qui a eu plusieurs établissements, et je me suis rapproché de lui. Et donc, j'ai construit un petit peu le modèle économique et la partie purement carte et plat, grâce à eux aussi. Et voilà. Mais j'avais 25 ans d'expérience dans le commerce, dans le management, dans l'organisation, dans des différents postes que j'ai eu dans une grosse entreprise, que j'ai mis à profit aujourd'hui dans mon entreprise, dans ma petite entreprise, où en fait, quand on est capable, c'est plus difficile de gérer une petite entreprise qu'une grosse entreprise, parce qu'on a une grosse entreprise, il y a l'économie d'échelle, il y a le fait qu'on a une personne par poste, qu'on a une masse salariale importante, mais en contrepartie, on a le chiffre d'affaires qui suit, on a l'organisation, la logistique, on a plein de paramètres qui font que c'est plus facile de gérer une grosse entreprise qu'une petite entreprise. Mais tout ce que j'ai fait dans une grosse, je l'ai transposé dans ma petite entreprise avec le même suivi, les mêmes
indicateurs et la même finesse de gestion. La seule différence, c'est le management qui est adapté et bienveillant, parce que c'est ce que je voulais dans mon entreprise en fait. Et en fait, ce que tu dis sur ton parcours, c'est aussi vrai pour les managers des cafés joyeux. En fait, souvent, c'est pas du tout des personnes qui viennent de la restauration. Ils sont vraiment là pour avec leur fibre sociale et l'envie de faire du bien. Et c'est souvent des gens qui viennent d'ailleurs et qui se retrouvent en fait à ouvrir et gérer le café joyeux. Alors eux sont aidés par toute la galaxie café joyeux. Il y a le retour d'expérience des cafés joyeux précédents. Ils sont aidés avec les équipes en centrale. Donc un grand bravo à Antoine, parce que faire ça tout seul sans aide, chapeau quoi. Et nous, on atteint, les nouveaux cafés joyeux qui ouvrent atteignent souvent la rentabilité, pareil, au bout de 3, même 4 ans pour les plus petites villes. Et d'où l'intérêt d'avoir un actionnaire fonds de dotation. On fait pas mieux que Antoine, hein, donc bravo. Et pardon, au niveau du recrutement, du coup, comment vous avez recruté votre équipe? Est-ce que Ariane et Pierre avaient eu un emploi dans une structure ordinaire avant de travailler pour vous? Et même question un peu pour les cafés joyeux, comment vous recrutez les équipiers? Alors, bonne question. C'est vrai que une fois que j'avais travaillé pendant 1 an et demi à écrire le projet, le resto, le prévisionnel, il fallait aussi se dire, il va falloir recruter. Alors mon job précédent, c'était responsable ressources humaines, donc c'était facile de recruter des personnes ordinaires, puisque là, les candidatures, on faisait on ouvrait des postes et puis on avait 50 candidats. Là, c'était un petit peu particulier parce que il fallait recruter des personnes qui allaient travailler dans un restaurant extraordinaire. Et je savais pas trop comment faire au début pour recruter. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me posais beaucoup de questions. Donc j'avais contacté Cap Emploi, j'étais allé à Carpap aussi présenter le projet d'ouverture de restaurant pour l'emploi, Cap Emploi. La GFIP, je les avais contactés parce que eux, ils sont en lien aussi avec toutes les structures qui gravitent autour du handicap. Et en fait, je me posais plein de questions pour le recrutement. Et en fait, il y a eu un article dans la presse, une fois que j'avais avancé sur le projet et que j'avais trouvé le local, il y a eu un premier article dans la presse, puisque le projet, il était quand même un petit peu secret sur Lorient, parce que je voulais pas me faire coiffer sur le poteau à ouvrir quelque chose. Et voilà, donc c'était assez confidentiel. Et ça a été le premier article est sorti dans la presse une fois que j'ai eu le local. Où là, je savais que j'avais pas prévu que le Covid allait arriver. Mais effectivement, dès le premier article, j'ai commencé à recevoir des appels. Puis il y avait mon adresse mail, parce que je m'étais dit, on va mettre le mail comme ça s'il y a des gens qui veulent me contacter. Et en fait, la semaine qui a suivi, ça a été au bout de la semaine, je devais avoir 20 ou 25 candidatures. En fait, j'ai pas eu besoin de faire de campagne de recrutement, ça s'est fait naturellement. L'autre problématique, ça a été comment choisir dans les 25 les personnes qui allaient démarrer avec moi, quoi. Donc ça, c'était plus compliqué à se dire, il va falloir maintenant recevoir toutes les personnes et aussi dire non à certaines personnes. Mais ça, c'était plus compliqué pour moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu d'avoir les clés du local, et en fait j'ai fait une réunion collective avec tous les jeunes et moins jeunes qui voulaient postuler. Certains sont venus avec leur famille, puisque c'est pas un contrat, c'est souvent un contrat tripartite que je signe, donc il y a les parents qui sont pas loin. Et donc ça a permis de présenter le projet, présenter le resto, et se dire, est-ce que tout le monde se voit travailler dans le restaurant? Donc j'ai présenté l'organisation, le travail, tout ce qu'il y avait à faire. Et il y en a certains d'eux-mêmes se sont dit, ah non, on n'imaginait pas ça, donc non, ça va pas être possible. Ou pour tout de suite, peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Donc ça a déjà permis de donner du sens à tout le monde, et aux parents aussi, pour leur montrer ce qu'allait être le restaurant. Et après, ça a permis de démarrer avec 2 personnes, les faire des essais, et puis voilà, ça s'est fait de façon naturelle. Et maintenant, quand il faut recruter, en fait, ça se fait
de façon naturelle parce qu'indirectement, il y a le réseau qui s'est créé. J'accueille beaucoup de stagiaires, ou alors il y a le réseau qui fait que quand je veux recruter parce qu'il y a un départ, le poste il reste vacant pas très longtemps parce qu'en fait tout de suite il y a du monde. Ouais. Donc voilà, pour la partie recrutement, ça s'est fait plus facilement, plus naturellement. C'est pas l'heure d'aller te coucher quand même. Comment ? Alors, et pour Pierre, du coup, alors Pierre avait travaillé déjà dans la restauration, un CAP APR, donc il a déjà un diplôme, il avait fait un apprentissage. Et aussi, j'ai travaillé 2 ans au McDo. J'ai travaillé 2 ans McDonald's Lorient. Et donc voilà, Pierre travaillait chez McDo et puis avait, en plus de son expérience de CAP APR et dans la restauration, il avait fait à Auxerre une première expérience, à Lorient une deuxième. Et à Lorient, quand il est revenu à Lorient avec ses parents, il était chez McDo. Ariane était sur Paris. Alors, est-ce que tu peux dire où tu travaillais ? Je travaille dans un ESAT GMAP à Paris, dans le 12e. Et en même temps, on peut compléter plus précisément. Je vais m'aider de l'entourage. Rajouter choses. Oui, bonsoir. Donc nous sommes les parents d'Ariane et en fait on est effectivement basé à Paris jusqu'à la fin de l'année dernière et donc on a décidé, parce qu'on est né à Lorient, qu'on en avait un peu marre de Paris et moi je dirigeais une entreprise qu'on a vendue, donc on s'est dit que c'était le moment aussi de changer d'organisation, notamment parce que pour Ariane, on habitait à Levallois, elle travaillait dans le 12e, le métro, les transports étaient quand même assez compliqués. Et donc j'ai regardé sur Google restaurant handicap Lorient et je suis tombé sur le fameux article dont Antoine parlait. Donc je lui ai envoyé un email et il se trouve qu'en fait il cherchait à pourvoir un poste et donc Ariane est venue faire un stage. Donc Véronique, mon épouse, est partie tout de suite. Moi je suis resté à Paris jusqu'au mois de février, puis ensuite on s'est installé à Lorient. Voilà, donc ça a permis d'accompagner un changement de vie aussi pour toute la famille. Voilà, et donc Ariane travaillait en ESAT dans la restauration et elle faisait du service, voilà, pendant 5 ans. Du coup, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que parfois, là c'est l'inverse, c'est que le changement de vie d'Ariane a fait changer la vie de ses parents, mais dans le bon sens, quoi. C'est que du coup c'est une belle image. Et des fois c'est l'inverse, c'est les parents qui font changer la vie des enfants parce qu'ils déménagent, et là ça a été autrement. Et on voit qu'elle est pas contente de travailler, Ariane. J'ai une question. Alors, une question, une réponse. Oui, j'ai une question. Parce que papa, maman, il habite Douarnenez. Et donc, tu es tout seul alors? Je suis tout seul à Lorient, activité, travail. J'habite tout seul au appartement. Ouais, et c'est vrai que là aussi, c'est pareil pour la famille de Pierre. Ils étaient à Lorient. Pierre avait déjà commencé sa vie en appartement tout seul, et les parents ont vendu leur resto, ont pu prendre leur retraite et donc partir à Douarnenez s'installer. Ils ne reviennent une fois par semaine ou tous les 10 jours, mais Pierre est totalement autonome. Ça aussi, pour eux, le fait d'avoir Pierre, son contrat, son travail et beaucoup d'activités, comme il le dit, il a un planning, une vie sociale, il a son travail, à côté il a la médiathèque, il a la piscine, il a le judo, il a plein de choses. Donc comme tout le monde, quoi. Donc une vie bien remplie, comme on aimerait bien en avoir tous, je pense. Je crois que la question était aussi pour Nicolas. Ouais.
La réponse va être à peu près la même. Hein. Quand il y a un nouveau Café Joyeux qui ouvre dans une ville, par exemple à Lille, là le Café Joyeux réouvre après les travaux dans le bâtiment. En fait, effectivement, il n'y a pas de campagne de recrutement à mener. Hein, sauf quand ça se sait qu'il y a un Café Joyeux qui réouvre, en fait, il y a énormément de demandes qui arrivent. Et la plus grande difficulté, c'est de devoir dire non aux candidats et aux familles des candidats, et ça déchire le cœur, hein, mais en fait il y a un tel besoin que malheureusement c'est hyper compliqué, quoi. Alors je sais que nous on fait des essais dans les cafés-restaurants, des mises en situation en fait avec les candidats, et en général ça se passe très bien, mais ça se passe très bien pour beaucoup d'entre eux, et après malheureusement il n'y a besoin que de 8 en fait environ, hein, mais c'est très dur, quoi. C'est essentiellement des jeunes, ouais. Moins de 30 ans toujours, quoi. Ouais. Ouais, y a pas de, enfin ça varie, hein, mais effectivement c'est souvent des jeunes. Je sais pas si mais c'est pas une volonté de recrutement en tout cas. Ouais. Oui, moi j'aimerais intervenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Jeanne au sujet des DOD, justement. Moi, je voulais vous faire remarquer, alors je trouve merveilleux tout ce qui est fait, évidemment, mais on souligne évidemment les manques dans j'ai envie de dire, dans la société, de toute façon, on va dire dans les entreprises lambda, puisque moi j'ai regardé justement au niveau de la restauration à Lorient, il n'y avait pas d'offre justement pour les DOD. Donc là, on peut vraiment se questionner par où on démarre face à ce manque, face à ce problème, évidemment. Et quand Jeanne parlait tout à l'heure de ces possibilités, ce sont des chouettes possibilités, justement des ouvertures, des occasions, et on voit qu'en fait, ça ne suit pas, les entreprises ne suivent pas. Voilà, donc c'était juste un petit constat. On est sur une ville avec un projet HIT, hein. Donc c'est encore peut-être plus dommage. Voilà, juste pour refermer la parenthèse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En fait, vous avez déjà répondu à une partie de la question, mais je voulais savoir si Ariane et Pierre, justement, avaient pu acquérir de l'indépendance par rapport à leur environnement, en fait. On a eu la réponse pour Pierre, mais je voulais savoir aussi pour Ariane. Moi, j'ai une partie de la réponse. Mais... Alors, la question... Voilà, la question... Voilà, après... L'indépendant, je pense la question que vous posez, c'est dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, Ariane, elle se déplace en bus. Elle vient en bus, toute seule. Et puis l'autonomie dans le travail, on la retrouve peut-être aussi en dehors du travail sur certaines choses. Dans l'épanouissement qu'elle a au quotidien, je pense. Au travers de ce que je peux échanger avec les parents qui sont là. Effectivement, dans son rôle à Paris, dans les AT, c'était quelque chose d'assez formaté, peu en contact avec l'extérieur, et en fait, ça correspondait pas très bien à son caractère, puisque elle aime bien être en contact avec les gens et puis interagir, et donc on l'a vu évoluer au cours de l'année qui vient de s'écouler tout de même de façon remarquable. Alors maintenant, la question de l'autonomie, on lui parle de temps en temps du fait de s'installer dans un petit appartement à côté, mais elle aime bien son confort, et puis il y a maman à côté qui lui fait des bons repas, et voilà, donc elle n'est pas pressée pour l'instant. Oui, moi je voulais demander aux équipiers comment ils vivent les choses depuis qu'ils sont au Mesclin. Est-ce que ça a changé leur vie? Est-ce que ça, je sais pas, qu'est-ce que ça a apporté de plus par rapport à ce qu'ils vivaient auparavant? Je vais retranscrire pour simplifier peut-être la question pour Pierre.
Est-ce que c'était mieux avant ou depuis que tu es au Mesclin dans ta vie maintenant? Oui. Ça fait mal le micro. Non, je fais pas ça, non. C'est avant au Mesclin. Alors c'est mieux. Oh, c'est mieux au Mesclin. T'as de la chance, toi. Tu reviens demain. Moi aussi, Non, mais tu peux dire ce que tu veux. moi c'est ça. Moi aussi, je suis contente d'être au Mesclin. Hein. Moi aussi, je suis contente. En fait, moi, ce que je vois, ce que j'ai vu dans l'évolution, Pierre, c'est vrai qu'il est là depuis l'ouverture. C'est les clients qui le voient et moi je le vois au travers de tous les jours en fait. Ariane, c'est encore plus frappant parce que c'est plus frais, hein, ça fait 1 an. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que depuis 6 mois, c'est des progrès énormes qui ont été faits dans la relation avec les clients et l'ouverture qu'ils ont et la confiance en eux qu'ils ont pu acquérir, quoi. C'est ça qui est. Moi, quand je vois Ariane aujourd'hui aller à une table et présenter le menu, il y a 1 an, elle parlait presque pas. Il y a 6 mois, elle commençait. Aujourd'hui, elle parlait pas à sa façon. Aujourd'hui, c'est impressionnant. Moi, quand je la vois aller à une table, je l'entends. Elle parle fort. Elle a confiance. T'as oublié des tables? 1, 2, 3. Ça. Alors c'est vrai qu'on peut se tromper de table, mais il y a des numéros. Donc, mais on se trompe pas quand il y a des numéros. Quoique, des fois, ouais. Bon, c'est comme ça. Donc, on écoute. Ben, c'est comme partout, hein, on écoute. Donc voilà, pour essayer de répondre à votre question, voilà, c'est moi ce que je vois, l'évolution qu'ils ont, c'est qu'ils s'épanouissent et ils progressent et ils ont confiance en eux et voilà, c'est ça qui est bien. C'est une question pratique. Comment on fait pour réserver? Il faut appeler absolument, parce que là je suis sur Instagram, je peux pas réserver, à moins que j'envoie un message. Mais je veux être sûre d'avoir 5 places pour vendredi midi, donc... Alors, on appelle pour réserver. Alors, on peut mettre un petit message sur Instagram. Hein, ça m'arrive de répondre aussi sur Instagram aux clients qui veulent réserver. C'est vrai qu'il y a des clients qui m'ont dit samedi dernier, ça fait 3 fois que j'appelle pour réserver et c'est complet, quoi. Donc oui, c'est vrai que les clients ont pris l'habitude de réserver un peu à l'avance. Et il vaut mieux réserver à l'avance, mais oui, pour réserver, il suffit d'appeler le resto. Voilà. Je laisserai des petites cartes de visite juste là, si je peux me permettre, à côté des petits marque-pages là, parce que comme ça, vous prendrez 2 choses en partant. C'est un peu plus loin. Alors moi, c'est plus une question aux parents liée encore, savoir si vous avez vu un changement de comportement, c'est-à-dire est-ce que le fait qu'ils soient devenus plus autonomes, est-ce qu'ils s'affirment plus ou pas? Ça veut dire que d'eux-mêmes, peut-être, ont envie de mettre leur distance ou peut-être... Micro. Non, pour l'instant, Ariane, elle veut pas prendre de distance. Non. Elle était très très soucieuse d'être dans le cocon familial, mais ça fait qu'1 an et puis elle est encore toute jeune, hein, donc ouais, aussi. Ouais. Ouais, Pierre a plus d'expérience, donc lui aussi, je sais pas, il y a 10 ans, Pierre, si tu étais aussi autonome que tu l'es aujourd'hui. Quoi? Depuis quand tu es tout seul dans ton appartement, tu te rappelles? Oui, j'ai acheté une fois les gros larges pour les jeunes. Voilà, au départ, il était au grand large, en foyer. Ensuite, il a commencé à avoir son indépendance. Il y a 5 ans, il avait déjà son appartement, mais les parents n'étaient pas loin. Donc, ça a été en 2 phases. Aujourd'hui, il a gardé son appartement. Et ses parents, pas très loin.
Donc c'est vrai que Pierre a démarré avec déjà son indépendance, avec les parents qui étaient pas loin, après avoir fait ce passage au grand large, et dans un deuxième temps son appartement sous contrôle des parents, et dans un deuxième temps les parents qui sont partis à Douarnenez, et Pierre qui a en autonomie totale dans son appartement, quoi. Ça s'est fait en plusieurs temps. Mais c'est vrai qu'Ariane, ça fait qu'1 an, et effectivement un changement de ville, de vie, de travail, de collègues, d'entreprise. Une vraie entreprise, c'est pas un ESAT, donc c'est vrai que le papa d'Ariane le soulignait. Aujourd'hui, elle est dans une entreprise avec ce contact client, dans un restaurant, et elle s'épanouit parce qu'elle a besoin, et c'est là où elle prend du plaisir, quoi. Et ça va au-delà ça a libéré cette barrière du handicap qui fait qu'aujourd'hui, elle s'épanouit et elle est contente, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je vois, parce que ça fait qu'1 an que je la connais, mais c'est aller vite dans l'épanouissement de ce que je vois, en tout cas. Il n'y a plus de questions? Il y en a encore. Je voulais savoir aussi si parfois vous aviez des clients qui avaient un regard un peu curieux sur les personnes handicapées, ou pas trop. Est-ce que vous rencontrez ça dans votre restaurant, notamment quand les gens sont pas, ils savent pas qu'ils sont dans ce genre qu'ils sont avec des personnes extraordinaires? Alors c'est vrai que comme c'est pas indiqué à l'extérieur, il y a des clients qui peuvent rentrer sans savoir où ils sont. Alors c'est vrai qu'assez vite, moi j'essaye de voir la réaction j'essaye de voir s'ils cherchent une réponse à une question ou pas. C'est vrai que quand les serveurs vont présenter le menu, déjà, j'ai vu les clients rentrer, on les accueille, on les installe. Et il y a eu, en 4 ans et demi, il y a eu qu'une fois où voilà, j'ai senti qu'un client était pas à l'aise, et il est parti. Voilà. Il a posé la carte, il est parti. Bon, j'ai envie de dire, voilà, c'est arrivé une fois en 4 ans et demi. J'ai envie de dire, c'est pas grand chose. À la limite, il vaut mieux qu'ils sentent pas à l'aise et qu'ils s'en aillent plutôt qu'ils vivent pas une bonne expérience, ou que ce soit pas intéressant pour lui. Mais à l'inverse, il y a beaucoup plus de changements de regard et de agréables surprises quand ils voient où ils sont et qu'ils disent oh, on était là par hasard et c'est génial parce qu'on passe un super moment, on vit une expérience différente. Et après, il y a un client qui m'a dit qu'il avait amené une deuxième personne parce que c'est une personne qui avait du mal avec le handicap. Ça me revient maintenant que j'en parle. Et clairement, il m'a dit j'ai amené mon ami avec moi parce que je voulais lui montrer en fait que ça allait être chouette, quoi. Et c'est vrai qu'en partant, elle m'a dit finalement, j'imaginais pas ça comme ça, et c'était chouette. Et elle a dit, hein, elle avait des réticences à venir, et son ami lui a dit non, mais viens, tu vas voir, ça va être chouette, quoi. Voilà les 2 exemples que j'ai plus frappants. Une personne qui est partie, voilà. Elle n'était pas à l'aise, elle est partie. Mais il y a plus souvent des bonnes surprises et des clients qui me disent ceux qui étaient là par hasard ont passé un bon moment. Maintenant, il y en a aussi qui cherchent sur les réseaux, qui sont pas de Lorient et qui viennent exprès au restaurant parce qu'il y a ce handicap présent qui fait que ils ont un lien ou pas avec le handicap. Ils ont des enfants. Récemment, des personnes de Strasbourg étaient ils ont une entreprise, ils étaient en déplacement pour un salon sur Lorient. Ils sont venus parce qu'ils ont une fille en situation de handicap. Ils voulaient venir découvrir le restaurant. Donc ça draine aussi tout ce type de clients. Voilà. Et beaucoup de clients qui viennent avec des enfants en situation de handicap parce que aussi, chez nous, quand je dis chez nous, c'est chez nous, hein, le regard, il est différent. Aujourd'hui, quand Pierre il va à la table et il y a un jeune en situation de handicap, il s'éclate, il adore aller le servir, quoi. Et en fait, chez nous, voilà, ce qui est chouette, c'est que tout le monde passe un bon moment et il n'y a pas de regard différent. On est bienveillant.
chouette, quoi. Et ouais, sur le côté rencontre avec le handicap, moi j'ai aux Champs-Élysées, il y a Elias qui travaille là-bas et en fait il adore venir parler aux convives à table. Mais la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui lisait un livre vraiment tranquillement au fond du. Et puis Elias, il vient lui parler et puis il lui pose plein de questions sur et t'habites où et tu fais quoi dans la vie et tu t'appelles comment et t'as des enfants et au bout d'un moment, j'étais allé voir Elias en disant en fait, Elias, elle a juste envie de lire son livre, la dame, là, laisse-la tranquille. et sinon, il y a un équipier à Rennes qui adore le foot. Et du coup, son truc, c'est de venir faire le débrief des matchs du FC Rennes. En fait, donc en fait, parfois, c'est un peu déroutant, mais c'est toujours drôle et c'est toujours très bienveillant en tête où ça. Je passe pas mal de temps dans les cafés et c'est toujours drôle ou c'est décalé parfois, mais c'est toujours assez bienveillant, quoi. Plus personne? Donc s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir vous libérer. On remercie l'équipe du Mesclin. Merci Nicolas. Merci à tous d'être. N'hésitez pas à prendre le programme donc des prochaines conférences, la carte de visite du Mesclin pour réserver au plus vite, et puis de la documentation aussi sur la licence pro accompagnement du handicap si ça vous dit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.